C'est ça, non? Nous sommes de retour sur Robin, le merci. plateau. À l'instant, nous avons notre invité. Avec lui, nous allons parler du développement personnel tous les mercredis. Et aujourd'hui, il a un sujet très important à nous donner. Robin, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, Robin. Bonjour, Calvino. Alors, le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais que ce soit vous qui le présentiez aux téléspectateurs. Ok. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire le suivi de son activité et la rendre plus rentable. Ce n'est pas du développement personnel, il est vrai qu'il peut y avoir des éléments à l'intérieur, mais c'est plus un aspect... On appelle tout ça on a voulu faire le mercredi développement personnel. Ok. Voilà. Oui, ça aide à développer son activité, ça aide à se développer personnellement. Donc, pour commencer, je vais commencer par une histoire. Une histoire de deux frères. Ces deux frères, à la mort de leur père, ils ont hérité chacun d'une somme de 10 millions. Alors, ils sont partis du constat que dans l'endroit où ils habitaient, il n'y avait pas de point de vente de boissons, il n'y avait pas de bar. Alors, les deux se sont lancés mutuellement à créer des bars, chacun d'entre eux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le premier garçon qu'on va appeler Abdoul, le deuxième qu'on va appeler Moussa. Abdoul, lorsqu'il a lancé son bar, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, je ne peux pas lancer un bar, je souffre quand même, je ne peux pas avoir la boisson et je souffre. Il faut quand même que je bois un coup de temps en temps. Et c'est comme ça qu'il a commencé à prendre parfois des boissons et à boire. Et il s'est dit, mais si je lance un bar, déjà je suis propriétaire de bar, il faut que mon statut change. Il s'est précipité d'engager une personne pour gérer son activité. Et en plus de cela, il invitait parfois ses amis. Et quand ses amis venaient, on dit « Abdoul, tu as un bar, le milliardaire », comme on dit souvent. Et il se permettait de les offrir. Le boss. À boire, exactement, le boss. Alors que, de l'autre côté, Ahmed, lui, lorsqu'il a ouvert le bar, il n'a pas changé son rythme de vie. Il vivait toujours comme avant. Il suivait son activité de façon rigoureuse et constante. Il n'invitait pas ses amis à boire à tort à travers. Voilà. Et quand il a ouvert son bar, il n'a pas engagé une personne. Il s'est d'abord mis lui-même comme gérant pour voir comment l'activité se passe. Et vous pouvez imaginer, au bout de 2 ans, Abdoul était rempli de dettes. Alors qu'Ahmed, lui, par contre, son activité était en train d'aller dans un sens. Il a chuté. Oui, il a chuté. Alors qu'Ahmed, lui, qui avait un suivi assez rigoureux, son activité était en train d'aller dans un sens croissant. Au point où il a ouvert d'autres points de vente dans d'autres villes. Et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Il a su comment multiplier sa richesse. Alors, c'est un principe de gestion et de suivi de l'activité qu'on a. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'être entrepreneur, c'est-à-dire d'entreprendre. Mais on peut avoir la capacité pour varier nos revenus, de faire des activités d'à côté, un peu comme nos parents quand ils étaient fonctionnaires. Ils avaient soit un petit champ, ils avaient un petit commerce juste à côté, tout simplement pour augmenter leur rentabilité ou pour augmenter leurs revenus à la fin du mois. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet qui concerne le suivi de son activité et qui concerne aussi comment la rendre plus rentable, il y a lieu d'abord de préciser qu'il y a différents types d'activités. Il y a les activités de rente, c'est-à-dire vous pouvez être à la maison comme nos parents. Il y a certains qui, bien qu'ils travaillaient, ils étaient fonctionnaires, ils étaient enseignants, ils avaient l'activité, ils prenaient du plaisir à avoir des chèvres. Je prends juste un exemple. Ils prenaient du plaisir à avoir des chèvres, des poulets, des poules de village, comme on le dit. Ils prenaient du plaisir à faire du champ, à planter des arbres. Et au fur et à mesure qu'ils avaient ces activités-là, au fur et à mesure, ça les apportait un revenu supplémentaire. Mais ils ne faisaient pas de cela tellement une activité accentuée. Mais ce qui était intéressant, c'est que nos parents faisaient un suivi dans le sens où, avant de se coucher, ils vont demander est-ce que tu t'es rassuré que toutes les chèvres sont bien rentrées? Est-ce que tu t'es rassuré que tous les poulets sont bien rentrés? Ils avaient ce qu'on appelle un suivi
même si ce n'était pas une activité commerciale. Donc, je prends cela à un niveau vraiment bas, ça c'est la première échelle, pour parler du suivi. Et donc, maintenant, lorsqu'on veut parler d'activité commerciale, tout à l'heure, Solange et Calvino étaient en train de discuter sur une thématique très importante par rapport à l'Afrique, par rapport au fait qu'on ne peut pas parler d'avoir une Afrique unie si chaque pays n'est pas indépendant. Et quand on parle d'indépendance des pays, l'indépendance des pays pour quitter de la tranche de néocolonisation, ça vient d'abord à être autonome de façon financière, à être autonome sur ses industries, à être autonome sur ses entreprises. Et pour y arriver, on ne gère pas une entreprise ou une activité à l'émotion. On gère de façon croissante, on gère avec les connaissances, avec un suivi très bien accentué pour la rendre plus rentable, pour multiplier l'activité. Alors, on va parler du suivi. On va parler du suivi de son activité, on va parler de la rentabilité de son activité, parce que si jamais on veut que notre Afrique soit une Afrique prospère, ce sont ces petites activités à l'échelle micro que nous allons réaliser, que nous allons multiplier, que nous allons rendre plus rentables, qui vont faire en sorte que dans chaque pays ou nos pays africains, chaque pays de façon individuelle aura un PIB qui sera plus apporté par ses citoyens que par les multinationales. Et lorsqu'on arrive à ce standing-là, on peut plus parler, on peut plus avoir d'autorité, de notoriété. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre l'exemple du Nigeria. Peu de gens savent qu'au Nigeria, il y a plus de problèmes d'électricité qu'il y en a au Cameroun. C'est très grave là-bas. Ah ouais. J'ai mon coiffeur qui m'a dit un jour, je vous vois vous plaindre que vous n'avez pas la lumière. Chez nous au Nigeria, on fait un mois de coupure d'électricité dans mon village. C'est pour ça que là-bas, on a créé les groupes. Tout le monde a le groupe là-bas. Il n'y a pas la lumière. Et tout le monde fabrique même le groupe. Exactement. Mon coiffeur. Vous voyez, au Nigeria, c'est l'un des pays où c'est notre voisin le plus proche. Ils sont plus avancés sur le plan économique que le Cameroun. Mais c'est eux qui ont les problèmes les plus énormes, je peux dire, en termes d'électricité, comparé à notre pays. Mais le Nigeria, l'une des choses aussi qu'il y a lieu de préciser, on importe plein de produits qui viennent du Nigeria. Des produits qui sont fabriqués de façon industrielle et qui inondent le marché camerounais. Je prends juste l'exemple. Lorsqu'on part au marché, ce qu'on appelle les Sasamoto là, ça vient du Nigeria. Il y a plein de produits que je ne peux même pas citer qui viennent du Nigeria. Alors, le Nigeria, ils sont accentués sur quoi? Ils ont vu qu'ils ont une défaillance en termes électriques, mais ils ont capitalisé sur le fait qu'ils produisent énormément de pétrole. Parce que vous serez surpris, au Cameroun, quand vous partez à l'extrême nord, dans le grand nord, septentrion, vous allez voir, il y a peu de stations-service. Tout simplement parce que on importe le pétrole ou on prend le pétrole venant du Nigeria, qui a des coûts généralement très moins chers par rapport au pétrole qu'on vend dans des stations-service. Et je souligne ce fait pourquoi? Je souligne ce fait pour dire, au Nigeria, en dépit de la carence en électricité, ils ont su comment se hisser au point d'être la première économie africaine. Et ce n'est pas du jour au lendemain, c'est grâce à un suivi, c'est grâce au suivi de leurs activités. Et nous aussi, on espère qu'au Cameroun, on ne va pas regarder seulement nos défaillances pour dire Eneo a fait ceci, ou on manque de ceci, on manque de cela. Mais quand on va commencer, on va arrêter de se plaindre, mais on va regarder nos atouts, on va voir comment les capitaliser et on va voir comment être aussi au standard du Nigeria où nos petites entreprises, nos PME, peuvent être assez autonomes, produits, pourquoi pas exporter au Nigeria? Parce qu'actuellement, si bien qu'on a des accords avec le Nigeria en termes de partenariat, en termes d'échange, on subit plus le Nigeria que le Nigeria nous subit. Dans tous les sens, même musicalement. Oui, même musicalement. On importe des produits déjà transformés du Nigeria, alors que nous, on les vend de la matière première, des produits non transformés. Mais tout cela part du fait qu'en termes de nos activités, on n'a pas ce suivi-là. Donc, pour parler de suivi, je vais commencer par un élément très important, c'est peu importe l'activité que vous faites, vous devez maîtriser votre activité ou d'être accompagné des gens qui maîtrisent l'activité. Je prends
parmi les activités qui sont les plus pratiquées, on dit qu'il faut se lancer en agriculture. Et les gens se lancent en agriculture. Et après, on constate que sur le marché camerounais, on est inondé de tomates au point où on est obligé de vendre des tomates à des prix dérisoires. Parce que tout le monde s'est mis à produire à la même période. Et on ne se pose pas les questions et les années se succèdent. On a toujours le même problème où, parfois à une certaine période, vous allez voir le cajou de tomates coûte 15 000 francs et à une autre période, ça coûte 1500. Mais qu'est-ce qui se passe parmi les producteurs? Et vous serez surpris parce que on a fait une étude dans le sud-ouest relativement à la production de tomates, mais à l'utilisation des pesticides. Et nous avons eu à interviewer les agriculteurs sur le plan local. L'une des choses qui nous a choqués, c'est on a interviewé un monsieur qui avait 15 ans d'expérience dans la production de tomates. On a dit, quel est votre secret? Comment est-ce que vous faites pour produire? Et voici ce qu'il a répondu en pidgin. Il a dit, my brother Nagodo, at times, if you give, or at times, you need to give. No forgive. You know, give. Comme pour dire, parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Mais une personne qui a 15 ans d'expérience dans une activité, comment se fait-il qu'il puisse dire que c'est Dieu, que parfois ça donne, parfois ça ne donne pas? Tout simplement parce qu'on n'a pas accentué sur l'aspect suivi. Et quand on n'accentue pas sur l'aspect suivi de son activité, on se retrouve en train de cumuler les pertes, en train de faire comme les autres. Et d'autres éléments, on encourage déjà à se lancer dans l'agriculture. Plein de gens se lancent dans l'agriculture comme deuxième activité, d'autres gens se lancent dans l'élevage. Mais il y a des paramètres que les gens ne savent pas. C'est que si tu veux te lancer dans l'agriculture, tu veux faire du maïs, il y a un taux minimal que tu dois faire, sinon tu vas commencer à avoir des pertes. C'est-à-dire, quand tu fais le maïs, c'est au moins 5 hectares, sinon tu commences à essuyer des pertes. Lorsqu'il s'agit de l'élevage, on a fait des études par rapport au Cameroun. On s'est rendu compte que si une personne veut se lancer dans l'élevage, c'est au moins entre 500 et 600 poulets pour que la personne ne soit pas dans les pertes. Donc, vous voyez, ça sont des informations à partir des suivis qui ont été réalisés. Donc, si vous faites une activité à titre de recherche ou à titre d'information personnelle, ça c'est aussi une autre façon. C'est-à-dire vous allez prendre peut-être, au lieu de vous lancer à faire, je dis n'importe quoi, 1000 poulets ou 2000, vous dites, ok, je vais commencer avec 100, j'ai envie de voir comment ça donne, j'ai envie de maîtriser mon activité. Là, c'est autre chose. Là, c'est un suivi accentué que vous devez accorder. Comme ça, vous pouvez pratiquer à plus grande échelle. Donc, pour faire le suivi de son activité, la première chose, c'est qu'il faut maîtriser son activité. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Et il faut se poser la question, on le fait à quelle fin? Ça, c'est une question primordiale. Parce que l'un des soucis avec les entrepreneurs sur le plan africain que nous avons constaté, c'est une personne ouvre une entreprise ou une personne lance une activité, mais après vous vous rendez compte que lorsqu'il a lancé une activité, on commence à l'appeler boss, DG. Il change son train de vie. Et après, son activité chute. Parce qu'il se dit, j'ai quand même un certain standing, j'ai quand même une certaine carrière, j'ai une certaine image. Et il vit au standing de la société. Donc, c'est pour ça qu'il veut poser la question, ou il est important de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on commence son activité dans un premier plan. Si on commence son activité parce qu'on veut être indépendant de façon financière, si on commence son activité parce qu'on va apporter un plus à son pays, si on commence son activité parce qu'on veut que l'Afrique se développe, on veut que son pays se développe, alors il est important de faire un suivi accentué. Et pour faire le suivi, la première des choses, c'est qu'il faut maîtriser son activité. Vous faites dans quel domaine? On va prendre le domaine peut-être de... Bon, pas peut-être, on va prendre le domaine de l'élevage. Parce que plusieurs Camerounais font l'élevage. On va prendre le domaine de l'élevage. Donc, supposons, vous avez commencé, vous voulez lancer une ferme qui fait, ou du moins qui produit 1500 poulets. Vous lancez en vague de 1500 poulets. Donc, on va prendre une ferme 1500 poulets. Donc, ça, c'est l'activité que vous faites, une ferme de 1500 poulets. Donc, quand on parle de suivi, c'est comment est-ce que vous vous rassurez que cette activité, vous êtes rentable, comment est-ce que vous pouvez optimiser en termes de pertes, comment est-ce que vous pouvez
capitaliser sur votre activité. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler d'un monsieur qui a lancé une ferme. Et il avait près de 3000 poulets. Mais il s'est rendu compte que ceux qui géraient sa ferme se plaignaient de façon constante, ou lui rapportaient de façon constante que les poulets sont sortis, ils ont disparu. Et il lance 3000 poulets, mais il se retrouve à la fin du cycle avec 2000 poulets. Donc, il avait des pertes d'un tiers. Vous imaginez, c'est énorme, il y a de 1000 poulets. Alors, il a appelé des personnes pour essayer d'évaluer son activité. On s'est rendu compte qu'il y avait des trous autour de sa ferme, ce qui fait en sorte que certains poulets s'échappaient. Donc, il a fallu consolider ces trous-là. Mais en plus, on s'est rendu compte que parmi les gens qu'il avait engagés, il vendait les poulets du monsieur, il récupérait l'argent et il déclarait que les poulets étaient perdus. Et parfois, certains déclaraient que les poulets étaient morts. Parce que vous savez, quand vous avez une ferme, c'est inévitable, ça va arriver, certains poulets vont mourir. Alors, le monsieur, qu'est-ce qui a été mis en place? C'est que si vous voulez déclarer qu'un poulet est décédé, il faut ramener le cadavre. Il faut ramener le cadavre. Vous voyez, ça fait un suivi. Oui. Et en faisant cela, le monsieur qui avait des pertes d'un tiers, c'est-à-dire il perdait 1000 poulets, il s'est retrouvé en train de perdre 100 poulets sur les 3000 qu'il lançait. Tout ça parce qu'il a accentué sur le suivi. Donc, lorsqu'on parle de suivi, on a parlé d'une ferme de 1500 poulets. Premièrement, c'est maîtriser son activité. Quand vous lancez votre activité, en termes de cycle, lorsqu'on parle des poulets, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin des médicaments, je dirais un suivi avec un vétérinaire qui va les injecter des produits ou du moins des médicaments pour qu'ils ne tombent pas malades, pour renforcer le système immunitaire. Ils ont besoin de nourriture. Alors, lorsqu'on parle de suivi, on parle quelle est la quantité moyenne qui est consommée par les poulets en termes de nourriture. C'est-à-dire, quand on parle de quantité moyenne, c'est-à-dire sur le premier mois, quelle est la quantité moyenne qu'ils consomment, ou en termes de semaine. Quand les poulets, vous dites que vous prenez les poulets de 3 jours ou de 1 semaine, quel est le taux de consommation? Parce que quand vous connaissez cela, ou quand vous maîtrisez cela, cela veut dire, si vous avez des employés, vous allez savoir quand un de vos employés, ou quand vos employés vous disent que la nourriture des poulets est finie. Vous voulez savoir, est-ce que quand vous achetez cette nourriture-là et vous les envoyez, est-ce qu'ils prennent, ils revendent à d'autres personnes pour vous dire que c'est fini? Ou est-ce que ça correspond exactement à ce qui a été prévu? Et donc, vous voyez, le suivi de son activité a plusieurs avantages parce que ça vous permet de maîtriser ou d'avoir un suivi plus accentué et de savoir comment réinvestir pour agrandir votre activité. Donc, on a pris 1500 poulets. Alors, les poulets, on va mettre la nutrition. On va mettre, je vais dire vétérinaire. On va mettre, donc là, on a 1500 poulets. On a le premier élément, ou l'élément 1, la nutrition. On a le deuxième élément, le vétérinaire. On a aussi le chauffage, surtout quand ils sont encore tout petits là. Donc, lorsqu'on a ces éléments-ci, au niveau de la nutrition, quand on parle de suivi, c'est-à-dire, vous savez, une activité pareille, si jamais en termes des soins ou en termes des médicaments, la période qu'ils doivent prendre, ils ne les prennent pas à temps, cela aura une incidence sur votre activité parce que vous aurez plusieurs poulets qui vont décéder si jamais ils prennent cela en retard. En termes de nutrition, si jamais la nutrition n'est pas bien suivie, en fin de compte, vous n'aurez pas le rendu que vous voulez. Et on va prendre un quatrième aspect. La vente. Parce que si vous produisez, bien évidemment, c'est pour vendre. Pour distribuer, quel est votre circuit de distribution? Quels sont vos potentiels ou acheteurs? Clients. Exactement. Donc, en faisant un suivi
sur la nutrition, je prends le premier élément, la nutrition. En faisant le suivi de la nutrition, cela vous permet de connaître les quantités que vous devez acheter en termes de nourriture. Mais aussi en faisant un suivi de nutrition, puisque si la femme se trouve peut-être pas tellement dans la ville, elle se trouve dans des centres périphériques, pour chercher la nourriture des poulets, ou les aliments des poulets, et les ramener en périphérique, il y a un coût en termes de transport. Et si vous maîtrisez votre circuit, c'est-à-dire en termes de nutrition, vous connaissez exactement en termes de la quantité, vous pouvez acheter en plus grande quantité. Et il y a un principe qui dit, plus vous achetez en de grandes quantités, plus ça vous revient moins cher, ce qu'on appelle des discounts ou des réductions en français, discount en anglais. Donc on vous fait des réductions. Donc vous voyez, si vous avez un suivi accentué sur le stockage, sur la nutrition, cela vous permet de savoir quelles sont les quantités qu'il faut acheter à quelle période, mais comment acheter peut-être de façon plus conséquente pour avoir des coûts de réduction aussi en termes de transport. Donc, l'autre élément, le suivi en termes des soins, c'est-à-dire quelle est la période propice qu'il faut appeler le vétérinaire pour que ce soit programmé et pour qu'il n'y ait pas de retard et pour que cela n'affecte pas votre activité. Le chauffage, bien évidemment, avant d'arriver à les ventes, il y a le suivi aussi en termes des employés. Le suivi en termes des employés et en termes d'autres activités, c'est-à-dire vous employez peut-être 2 personnes. Quelle est l'efficacité pour gérer 1500 poulets? Si jamais il arrive que vous devez agrandir la ferme, est-ce que cela demande de façon obligatoire que vous employez d'autres personnes ou les 2 personnes que vous employez ont la capacité de distribuer ou de nourrir toutes ces personnes-ci? Donc il y a ce suivi-là aussi. Mais suivi aussi en termes des employés, dans le sens où quand ils vous donnent des rapports, ou quels sont les procédés qui ont été mis, qu'ils vous donnent des rapports, que tel poulet est décédé, telle chose est arrivée, comment est-ce que vous faites le suivi pour vous rassurer que ce qu'ils disent est vrai? C'est eux qui vont distribuer la nourriture. Quand ils vous disent que c'est fini, comment est-ce que vous vous rassurez que cela est vrai? Donc, cela demande aussi que vous puissiez être sur le terrain de temps à autre. Quand on nourrit, vous voyez quelle est la quantité moyenne qu'ils consomment en termes de nutrition. Et selon les âges, et que vous puissiez les noter, et que vous puissiez savoir que si jamais j'ai 1500 poulets, voici la quantité moyenne qu'ils consomment. Donc, on va terminer par les ventes, la distribution. Quelle est la période propice? Vous voyez, parfois sur le marché, il y a des périodes où il y a le poulet en grande quantité. Et cela affecte forcément le prix, parce que plus il y a sur le marché, c'est la loi du marché. C'est-à-dire, plus il y en a, moins, ou du moins, on va vendre de façon moins chère. Alors, si vous avez un suivi en termes de vos ventes, c'est-à-dire, quels sont ceux, en termes des restaurants peut-être, que vous avez prospectés, qui ont besoin de poulet de façon constante? Lorsque vous prospectez ces restaurants-là, vous savez vers qui aller livrer, même avant, et à des prix déjà standards, déjà prédéfinis, que vous avez négocié. Et quand vous faites le suivi des ventes, cela va vous permettre d'évaluer ces autres éléments-ci. Parce que ces éléments-ci, on les appelle, du moins, des charges, que je prends même le poulet aussi qui est acheté, ce sont des charges que sont même les employés. Ou si jamais vous êtes dans le bâtiment que vous louez, ce sont aussi des charges. Donc quand vous faites un suivi de vos ventes, vous pouvez facilement évaluer quel est le seuil de rentabilité de votre activité. Et quand vous connaissez le seuil de rentabilité de votre activité, cela peut vous permettre de savoir qu'est-ce que je dois réduire en termes de dépenses, qu'est-ce que je dois augmenter, je dois peut-être engager des personnes supplémentaires, qu'est-ce que cela va demander en termes de coûts. Donc cela vous permet de faire des projections et de la rendre plus rentable. Donc, de façon globale, on a pris une activité pour essayer de démontrer ou pour essayer d'illustrer ce que c'est que le suivi et ce que c'est que la rentabilité. Donc, voici l'activité qui a été présentée, voici les éléments en termes de suivi et voilà les éléments en termes de rentabilité. Donc, j'ai précisé, la première des choses, quand vous faites une activité, c'est de maîtriser l'activité. La deuxième des choses, c'est d'être méticuleux. Être méticuleux, c'est noter tout ce qui passe à travers votre activité. Vous n'allez pas agir peut-être comme l'histoire qu'on a pris d'avant-propos, c'est-à-dire ceux qui avaient des bars. Quand vous avez un bar, vous offrez une boisson à tort et à travers.
à une personne parce que vous êtes propriétaire de bar. Là, ça a une incidence sur votre activité. Ce n'est pas parce que vous avez un poulailler, vous avez une ferme, que vous permettre d'offrir des poulets À tout le monde. à tout le monde. Ou du moins, quand il y a un deuil, on vous sollicite, on vous envoie le billet d'invitation, le ticket d'invitation du deuil du Participe mariage. aussi. Pour que participe aussi, c'est que vous venez Avec plonger 5 poulets. dans votre activité. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, vous devez pouvoir mesurer cela. Et si jamais, lorsqu'on parle en termes de comptabilité, on parle en termes de vente, et que vous devez prendre ou que vous devez acheter dans votre ferme, parce que c'est inadmissible que vous ayez une ferme de poulets, que vous partez, lorsque vous voulez, vous avez un événement, vous partez acheter les poulets ailleurs. Non, vous devez prendre dans votre ferme. Maintenant, si vous prenez dans votre ferme, Il faut acheter. il faut acheter. C'est ça, ça vous permet de faire le suivi. Mais qu'est-ce qui se passe généralement dans nos commerces, ou du moins ceux qui ont les entreprises, c'est qu'ils prennent, ils disent que c'est moi qui ai pris. Il dit, ah, je vends le coq, je souffre. Je vends le coq, je souffre. Et c'est parce que vous voyez, avec ces raisonnements-là, on peut avoir un suivi accentué Voilà. de notre activité. Mais un élément très important que je vais préciser, c'est la première des choses. J'ai dit, la maîtrise de l'activité. En 2, l'évaluation. Quand je parle d'évaluation, c'est toujours évaluer, toujours compter tout ce qui entre. Parce que quand vous évaluez tout ce qui entre, tout ce qui sort, quand vous évaluez, vous pouvez savoir exactement à quel niveau il y a blocage. Ou vous pouvez savoir, en évaluant, un employé peut vous dire que, patron, si jamais on fait comme ceci, ou si jamais on gère comme ceci, ça peut aider à améliorer les coûts. La troisième chose, et ça, je pense que c'est très primordial pour ceux qui ouvrent des business, c'est pas parce que vous avez une activité que vous allez... Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que c'est ceux qui lancent l'activité, ils ont l'envie de faire en sorte que l'activité réussisse, mais c'est eux, généralement, qui créent du tout à l'activité. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous avez une activité que cela stipule que vous devez forcément vous servir dans l'activité. C'est là parce que vous avez une activité que cela stipule que vous devez offrir des choses à tort et à travers à des gens. C'est-à-dire, si vous vendez des vêtements, une personne arrive, oh j'aime telle robe parce que c'est votre ami. Ah, prends. Non, ça n'aide pas votre activité. Voilà. Donc, c'est l'un des plus, du moins, je pense que c'est l'un des plus grands pièges, c'est lorsque vous avez une activité, on est dans ou du moins dans une atmosphère, ou dans un continent, ou dans un pays, où l'aspect social est très poussé. Quand vous arrivez peut-être dans une boutique, une personne espère que quand il arrive dans ta boutique, au lieu d'acheter un article, il veut que tu l'offres un article. Et si c'est que tu cèdes, ça indique ton activité. Donc, il peut arriver que tu offres un article à une personne, mais il faut faire toujours ce qu'on appelle une évaluation. Évaluation. Non, comme moi, on m'offre beaucoup de choses. On sait que derrière moi, il y aura 10 personnes. Non, ça n'empêche pas l'évaluation. Là, Il y a l'évaluation, mais derrière, par exemple, tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec une amie qui m'a offert une robe vendredi. Oui. Aujourd'hui, je lui ai ramené 2 clientes. C'est que ça, c'est J'ai calculé. appelé au téléphone. Tout est calculé. Tout est calculé. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, tu as 2 personnes qui veulent ça. Et les gens ont envoyé leur argent. J'ai envoyé. Elle me dit, merci ma chérie. Vous voyez, c'est que cette offre-là, c'était une offre calculée en termes marketing. Bien sûr. En termes d'évaluation, ça entre dans l'aspect marketing. Qu'est-ce que cela vous a rapporté? Je ne sais pas si vous voyez. Si vous offrez quelque chose, ou du moins n'importe qui vient vous donner, que ma soeur, merci. Et les Camerounais aiment bien faire cela. C'est-à-dire, Calvino, peut-être pour sa prestation, ou Solange, on veut que vous soyez impresario d'une soirée. Et on vous dit, le mariage, c'est un mariage des gens riches. Et vous savez, derrière, vous aurez plein d'autres mariages. Il refuse. Vous voyez, la personne est en train de réduire votre prix de votre prestation. Il est en train de jouer sur un aspect, l'aspect marketing. Mais qu'est-ce qui vous garantit que vous aurez d'autres mariages? Voilà. Et même en termes d'évaluation, si après... Ils disent même qu'il y aura trop de fauteurs dans la salle. Il y aura trop de fauteurs dans la salle. Tu viens, tu fais ton mal pour compter sur les invités qui vont fauter d'abord mon l'artiste. cachet. Donc, c'est clair. vous voyez,
Et si c'est que vous-même, en tant qu'impresario, c'est-à-dire après un certain nombre de temps, parce que ça c'est une activité d'à côté, hormis de votre fonction au niveau d'STV, qui vous permet d'arrondir vos fins de mois. Donc c'est une activité qui est rentable et que vous-même vous devez évaluer. Si vous faites un mariage et 8 mois après, c'est-à-dire vous partez sur le fait que vous réduisez les prix parce que vous entrez vous positionnez sur le marché, vous voulez plus de marché. Et vous partez sur le fait que si jamais vous pratiquez 200 000 par mariage et que vous partez à un mariage parce qu'on vous a promis qu'il y aura des personnes, On refuse la qualité. vous évaluez après que de ce mariage-là, combien de personnes m'ont appelé. Et quand vous évaluez, ça vous permet de changer, ça vous permet de dire quand une personne vient, vous dites que le directeur de ciment comme cela là. Que le directeur de ciment comme ça. Cela là. Et puis quoi? Et puis Ça change quoi? C'est lui qui m'a invité. Donc, vous voyez, cet aspect d'évaluation vous permet de prendre des décisions. Je pense que si Solange est arrivé à faire que quand je parle, quand je dis ou quand j'énonce seulement l'idée que dans ce mariage, vous aurez d'autres clients et qu'elle dit que non, mon frère, je refuse, c'est parce qu'elle a l'expérience. Et elle sait que quand on dit cela, généralement, ça ne rapporte même pas grande chose. Donc, tout cela part d'une évaluation. Et pour faire une évaluation de façon appropriée, il faut que dans votre entreprise, il y ait ce qu'on appelle des process. C'est quoi des process? C'est-à-dire, l'évaluation vient, je vais mettre un grand A là, des process. Les process sont les processus, c'est-à-dire, si c'est qu'on prend une ferme par exemple, lorsque un de vos employés prend un sac, il note où? Ou il dit juste de façon orale, j'ai pris un sac. Non. Il faut noter. Je ne sais pas si vous écoutez. Si un de vos employés prend un sac, il note où? Ou il dit de façon orale, j'ai juste pris un sac en termes de nutrition. Ou les rapports, quand on vous donne des rapports, si jamais il arrive qu'un poulet décède, on écrit où? On garde le corps où? Pour que vous puissiez évaluer. Ou on vous dit tout simplement de façon orale, un poulet est décédé et on a enterré. Pas déterrer. Tu dis une fois que c'est un menteur. Soit dit que va déterrer. Donc, vous voyez, C'est un patron vicieux. Va déterrer ça. Toi qui m'as donné le capital. vous savez, en Afrique, si c'est qu'on ne pratique pas, l'une des choses qui indique nos activités aussi, ce sont ces process-là. Voilà. C'est si vous fiez, si c'est qu'en termes d'entreprise, il n'y a pas une rigueur. Certains gens vont dire, non, les process, c'est pour les grandes entreprises, c'est pour... Non, même pour les petits commerces, ça permet d'évaluer à chaque niveau, à chaque échelon. Même pour les vendeurs de tomates. Même pour les vendeurs de tomates, pour tout le monde. Et vous voyez, en termes de process, quand vous maîtrisez chaque étape, du moins, de vos process ou de vos procédures, vous savez que si jamais pour enlever, lorsque vous mettez des sacs de nourriture de poulet en stock, voici vous notez le nombre de sacs que vous avez mis en stock. Quand il faut enlever pour les nourrir, il faut indiquer ici à tel point. Si jamais un poulet décède ou si jamais il y a une épidémie, il peut dire, dans votre poulailler, comment est-ce que vous repartissez ou vous séparez ceux qui sont malades ou qui ont une allure malade de ceux qui sont bien portants. Donc tout ça part des process. Et les process, ce n'est pas un mot compliqué ou ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. C'est qu'à chaque niveau de votre activité, vous devez mettre des éléments de notation, mettre des éléments d'évaluation. Et quand vous mettez ces éléments de notation, ces éléments d'évaluation, ça vous permet d'avoir une évaluation globale. Et après, on a le troisième point, c'est l'amélioration. Donc, parce que quand vous suivez bien vos process et que vous avez collecté les données à chaque niveau, à chaque échelon, cela vous permet maintenant de bien évaluer et de prendre des décisions pour l'amélioration de votre activité. Et pourquoi pas des perspectives futures, c'est-à-dire des projections en termes de seuil de rentabilité, pourquoi pas des projections en termes d'accroître votre activité, d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'aller et multiplier votre activité. Donc,
de façon assez simple, on a pris cet exemple-ci. On n'est pas entré dans tous les détails, c'est-à-dire... Mais ça veut dire que pour avoir le bon personnel en Afrique, c'est dur. Hein? Le bon personnel, je ne pense pas, c'est pas dur. Parce que de l'expérience... Parce que l'exemple que vous avez pris, il y a trop de flou et trop de faux généralement dans les pareils business. Pour s'en sortir, c'est difficile. Je vais vous prendre un exemple. Un employé qui travaille, je vais citer des entreprises, je peux citer par exemple, je prends dans l'agroalimentaire, peut-être à Nestlé, aux brasseries. Lorsqu'il arrive dans l'entreprise, les choses sont structurées, sont mises en place de telle sorte qu'il ne peut que les suivre. Ça a été pensé. Au préalable. Au préalable, oui. Mais vous allez voir, dans nos entreprises, c'est-à-dire, vous voyez, peut-être, je ne vais pas citer certains richissimes qui ont des entreprises qui font dans l'agroalimentaire. Quand vous arrivez, vous voyez, c'est un peu du n'importe quoi. Et quand on parle de process, c'est quoi? C'est que même en termes du processus de recrutement, on ne recrute pas n'importe qui. On recrute certaines personnes qui ont un profil bien défini. Et quand les gens sont recrutés, leurs tâches sont bien spécifiées. Mais nous, dans nos PME, une personne recrute une personne pour être assistant de direction, mais après, la personne se trouve en train d'être coursier, d'être comptable, d'être X, d'être Y. Ce n'est pas défini. Voilà. Et quand ce n'est pas défini comme cela, en termes de processus ou en termes de charges, comment est-ce que vous évaluez de façon efficace le travail de la personne? Si vous avez recruté une personne pour être assistante, par exemple, et vous avez donné un cahier de charges, mais qu'après, vous vous retrouvez en train de donner des missions qui entrent dans un autre cahier de charges. Du fait l'entretien. Et je ne suis pas en train de dire, attention, il ne faut pas que ceux qui ont les PME tombent sur moi en disant que c'est leur problème. Ils n'ont pas les mêmes moyens que les entreprises, que les multinationales. Tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que dans certains PME où on a eu à travailler, il y a ce qu'on appelle le profil du poste. Ce n'est pas, vous ne faites pas mauvais ou vous ne faites pas mal si jamais vous recrutez une assistante de direction qui a un background, ou qui a, je peux dire un cursus, en anglais on dit background, mais qui a une maîtrise de la comptabilité, par exemple. Je prends cet élément-là. Mais il faut définir bien ces tâches pour pouvoir bien évaluer. C'est-à-dire, vous pouvez recruter une assistante, vu que vous êtes une PME, vous n'avez pas forcément les moyens des multinationales. Vous pouvez recruter une assistante qui a des connaissances en comptabilité, qui va vous gérer non seulement le poste d'assistant de direction, mais qui va aussi vous gérer l'aspect comptable de l'entreprise. Voilà. Mais précisez, c'est-à-dire définissez bien les tâches de la personne, de sorte qu'on puisse évaluer. Et la différence avec les multinationales, c'est toutes ces procédures-là où les grandes entreprises, pas forcément, parce qu'il y a des grandes entreprises camerounaises, j'en connais, ou africaines, qui ne sont pas forcément des multinationales, mais qui ont défini ces processus et qui sont en train de croître de façon du moins extraordinaire, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais accentuer dessus? Je vais dire à Solange que ce n'est pas forcément que nos PME sont mal partis, c'est juste qu'on n'est pas organisé, on n'est pas structuré dans l'entreprise. Vous allez voir, l'une des choses assez marquantes, assez choquantes, que du moins on a eu à expérimenter avec certains PME, c'est en termes de processus de production de leurs produits, c'est-à-dire ce qu'ils vendent. Certaines entreprises ne sont pas capables de vous dire que lorsque ça arrive, voici l'étape A, voici l'étape B, c'est-à-dire on fait à la va-vite. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand vous faites cela, vous ne pouvez pas véritablement évaluer. Vous ne pouvez pas évaluer de façon véritable. Si je prends le cas des PME, vos fournisseurs, quels sont ceux qui ont eu des retards en termes de vos livraisons? Quand vous produisez, quelles sont les défaillances, c'est-à-dire en termes d'énergie électrique, qui font en sorte que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs? Est-ce qu'en termes de priorité, c'est que vous évaluez que sur un mois, il y a eu 20 coupures, et à cause de ces 20 coupures-là, on a perdu tel marché. Cela veut dire qu'il y a lieu de prendre une décision, c'est-à-dire, et la décision qu'il faut prendre, c'est de trouver une façon de pallier au manque électrique. Et cela a un coût. Et comment est-ce que cela va affecter votre activité? Mais si c'est que vous n'êtes pas évalué, c'est qu'à la fin du mois, vous dites, on a coupé l'électricité, c'est pour ça qu'on n'a pas. Mais à quelle occurrence? Et quel a été l'impact? Quelle est la quantité que vous produisez de façon journalière, de façon normale, avec l'énergie électrique? Et quand cela
il n'y a pas d'énergie électrique, comment est-ce que cela affecte votre production journalière? Mais cela demande qu'il y ait ces process-là et qu'on puisse noter tout. C'est pour ça que dans toutes les poissonneries qu'on voit au Cameroun, il y a le groupe. Hein, Robin? Bien sûr. Dans toutes ces grandes poissonneries, il y a au moins deux groupes. Parce qu'ils ont évalué l'incidence en termes de l'activité. Imaginez, vous, on parle de poissonnerie. Vous imaginez le désastre avec les tonnes de poissons qu'ils ont. Voilà. Si jamais il y a coupure et que c'est leur activité, quand on parle de poissonnerie, on parle forcément des congelés. Voilà. Vous pouvez imaginer l'incidence en termes de pertes que cela a. Donc, il n'est que normal qu'ils aient pensé à cela en premier plan. Et comme ça, si jamais l'énergie électrique qu'on doit avoir de fournisseurs normales est défaillant, alors ils achètent le carburant. Ils achètent le carburant, ça bascule. Et vous serez même surpris que même en tête de ce niveau-là, si c'est qu'ils n'évaluent pas la quantité de carburant qu'ils achètent pour voir l'incidence, ça ne permet pas de communiquer avec ces entreprises. Parce que vous serez surpris. Il y a des entreprises ici au Cameroun où on ne coupe pas l'électricité. Parce que cela a une incidence énorme sur leur production. Parce que le temps juste pour que la machine puisse chauffer, ça consomme énormément d'énergie électrique. Et si on ne coupe pas l'électricité chez eux, c'est parce qu'ils ont fait le suivi au préalable. Bien sûr, ils ont fait un suivi. Ils ont fait un suivi, ils ont demandé à avoir une ligne spéciale. Voilà. Ce qui fait qu'on peut couper dans tout le quartier, mais chez eux, ce n'est pas affecté. Et si c'est qu'on va arriver à ce niveau-là, vous avez vu, on a pris une activité qui semble... On a cette faculté de simplifier ce qu'on fait. C'est-à-dire, une personne aura un poulailler. Il va dire, je n'ai qu'un petit poulailler. Je ne peux pas faire comme... Mais ton petit poulailler là, si on te pose des questions relativement à cela, est-ce que tu es capable de répondre? Voilà. Est-ce que tu es capable d'apporter les éléments cohérents de ton activité à chaque étape? Est-ce que tu as un suivi bien accentué? Est-ce que tu connais à chaque étape de ton activité qu'est-ce qui sort? Qui a signé quoi? Si jamais il y a des pertes, comment est-ce que tu fais pour les répertorier? Et on ne simplifie pas l'activité. Vous allez voir, c'est ce qui tue nos petits business, c'est qu'ils vont simplifier. Ils justifient, je pense qu'on justifie, comment dire ça? Je ne dirais pas l'incompétence, mais je dirais le manque de rigueur. On justifie le manque de rigueur en disant, je n'ai qu'un petit commerce. On justifie certaines choses en disant, mon activité n'est pas si grande. Pourquoi être si pointueux alors que ça ne coûte rien à la personne? Et si vous faites cela... On justifie même souvent ça avec le complexe d'infériorité. Oui. C'est-à-dire, vous venez bien chez quelqu'un qui fait un petit commerce, magnifique, une petite activité, mais il a le complexe d'infériorité. Il se dit que dans votre tête, quand vous êtes là, vous le méprisez. Oui. Et c'est comme ça qu'il lui-même... Il ne te sert plus avec... Oui, parce qu'il a... Il a un petit complexe là. Oui, et ça le frustre. Oui. Et puis... Il le frustre. Ouais. Et pourtant, s'il était fier. Moi, je connais une dame à Bonapriso qui vend les beignets haricots. Oui. Elle est béninoise. C'est-à-dire une industrie. Une industrie, carrément son business. Elle est avec son mari et sa fille. Quand vous voyez les gens alignés là-bas, les gens viennent prendre les beignets de 10 000, les beignets de 5 000, les beignets voyagent tous les jours. Je suis sûre que quand elle sort de là chaque jour, elle a au moins en main, même 50 000, au moins, qu'elle a vendu de beignets haricots. Oui. Elle a élargi maintenant, il y a la bouillie, il y a le poisson, il y a des trucs comme ça, il y a plein de trucs. Et les gens sont nombreux. Et il a une certaine fierté, elle est propre quand elle fait son activité. Oui. Elle est vraiment dans le truc. Oh, on ne voit plus ça, on ne voit pas ça dans ce sens-là. Et je pense que vous avez souligné un point très important. C'est pour ça qu'en début, j'ai dit pourquoi est-ce que la personne commence l'activité. Parce que lorsqu'on parle des complexes, c'est qu'on est dans une société, comme Calvin nous soulignait tout à l'heure, vous soulignez tout à l'heure, ensemble la néocolonisation, c'est-à-dire il y a cette image qu'on projette. De dire, si c'est que tu ne sors pas avec telle personne, c'est que tu ne sors avec personne. Voilà. Si c'est que tu ne fais pas tel type d'activité, c'est que tu n'es pas fonctionnaire, c'est que tu n'es pas à l'EMIA, à l'ENAM, c'est que tu ne fais ce que tu fais là. Ce qui fait en sorte que certaines personnes ont honte de leur activité. Ils ne font pas ça avec fierté, ils ne font pas cela avec sérieux. Ils font cela comme s'ils se débrouillaient en attendant que quelque chose de mieux tombe. Et si le mieux là, c'est ce que vous êtes en train de faire, et si ça n'arrivait jamais, est-ce que vous savez que vous pouvez passer à travers ce que vous êtes en train de faire comme activité
pour faire ressortir le meilleur. C'est-à-dire, elle a pris l'exemple d'une dame qui vend les beignets. Cette dame-là qui vend les beignets, elle prenait son activité au sérieux. On a même l'exemple au Cameroun d'un certain jeune homme qui vendait les arachides en veste et qui donnait même les factures. Pour les gens, c'était « Papa, tu vends les arachides, tu donnes les factures. » En veste. En veste. On a eu l'exemple de certains chauffeurs. Quand ils sortent pour aller conduire, ils conduisent en veste. Mais lui aussi, il va lâcher en veste, mon frère. Bref. La facture, ça se comprend. Mais il prend son activité au sérieux. Et vous allez voir, sa façon peut-être de Veste, faire cravate. va attirer une catégorie différente en termes de clients. Vous voyez, peut-être ce chauffeur de taxi, il prend son activité au sérieux. Il ne dit pas juste que je me débrouille. Si on prend les bersécuneurs, il y a certains qui ont réussi à construire Oui, grâce à la moto. la moto est propre. Il y a certains qui restent toujours dans la débrouillardise. Il dort à la station. Ils dorment à la station et tout. Et ils ne prennent même pas soin d'eux. Les problèmes ne font que s'accentuer. Voilà. Mais tout cela, pas de suivi de son activité. Quand il travaille, à peine il a terminé la journée, il dit que si je ne prends pas une bière, c'est que je n'ai rien fait. Une bière seulement. Une bière seulement. Donc vous voyez, il travaille, il n'a pas de suivi effectif. Et pour lui, prendre une bière, en fait, pour certains Camerounais, c'est devenu quelque chose de normal. L'eau, c'est devenu la bière. Quand on a soif, moi, quand je dis que j'ai soif, c'est que je veux boire de l'eau. Exactement. Chez le Camerounais, aujourd'hui, Chez certains quand tu dis Camerounais. que, chez la plupart des Camerounais, quand quelqu'un te dit, man, j'ai soif, Sauf, ça on veut sait à dire, quoi je il fait veux boire la référence. bière. Ce n'est pas de l'eau. Oui. On sait à quoi il fait référence. Mais vous voyez, et ça c'est un vice en termes de son activité, en termes de son business, ce qu'on est en train de faire. Parce que dès lors que vous commencez à faire cela, vous ne pouvez pas évaluer de façon efficace. Vous-même, j'ai souligné tout à l'heure, la majorité des gens qui ont leur activité, c'est eux-mêmes qui sont les propres problèmes Voilà. à leur activité. À leur activité. Parce que quand vous faites de la moto, chaque jour, vous prenez une bière, vous consommez parce que vous dites on ne peut pas travailler pour souffrir. Mais vous ne savez pas qu'il faut passer à travers cette souffrance et cette rigueur-là pour avoir plus, pour avoir 2 motos, pour avoir 3 motos et pour avoir plus. Et pour... Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont fait la comptabilité, vraiment, ils sont incontournables dans le monde du business? Parce que ces gars-là, moi je connais par exemple quelqu'un qui a sorti un petit truc, il a vu quelqu'un qui maîtrisait parfaitement Excel, qui lui a sorti un tableau. Donc quand il tape là, le résultat vient automatiquement. Donc il avait ça dans son ordinateur, il n'avait plus de problème. Ce que je vais dire par rapport à aujourd'hui, c'est pas que les gens qui font comptabilité, ils pensent que la comptabilité dans plein d'entreprises qui sont en train de se numériser, ils font disparaître des métiers, c'est-à-dire de comptables, de caissières et tout le reste. Mais il faut évoluer à un certain niveau. Bien sûr que les comptables, lorsqu'on va arriver à un certain niveau, c'est indispensable Voilà. de son entreprise. Mais je parle à ceux qui commencent leur entreprise au niveau micro. Et ils n'ont pas forcément besoin des grands tableaux Excel pour faire tous ces calculs-là. Mais c'est d'avoir un suivi assez accentué sur leur entreprise ou sur leur activité. Et quand on parle de suivi... Il faut bien noter ces Oui, suivis-là. c'est noté, c'est-à-dire un suivi simple, dépenses, entrée, sortie, ça permet d'évaluer. Et quand on parle entrée-sortie, vous pouvez catégoriser maintenant entrée peut-être en termes de nutrition, en termes de médicaments, en termes, et sortie, tel élément est sorti, tel élément est sorti, tel élément est sorti. Et vous voyez, quand vous faites cela, vous avez un suivi. Et maintenant, si votre activité arrive à un certain niveau où vous avez légalisé, c'est une entreprise. Là, vous avez besoin d'un comptable parce que vous avez besoin de déclarer vos revenus à la fin du mois et tout le reste. Et cela entre maintenant dans le domaine de la comptabilité. Et pour terminer, je dirais ceci. On parle d'une Afrique indépendante. Lorsqu'on voit ce qui se passe de part et d'autre de notre continent, on n'est pas fiers. On n'est pas fiers de voir les guerres partout, de voir comment les gens sortent, ils n'ont pas d'emploi, de voir comment on a réduit l'Afrique au continent là où on souffre et on a décrit l'Europe comme le continent là où il y a le bien-être. On veut changer les choses. Et pour changer les choses, cela demande qu'on se change nous-mêmes dans notre façon de faire les choses. Si c'est qu'on veut être pris au sérieux, on ne peut pas faire une activité, on n'est pas sérieux par rapport à son activité. Voilà. Et pour être sérieux par rapport à son activité, il faut avoir un suivi assez rigoureux. Il faut noter. Parce que tout ce qui se note s'améliore. Ou tout ce qui s'évalue, ou tout ce qui se quantifie s'améliore. Et quand ça va s'améliorer, on va tendre à l'Afrique qu'on a tant rêvé, à l'Afrique où on peut se soigner aisément, à l'Afrique où les gens ont des emplois, parce qu'on va créer des richesses, on va créer des emplois. On va tendre à l'Afrique où
notre PIB est plus apporté par les Africains que par les multinationales. Et on va tendre à une Afrique qui ne va pas subir la pression internationale par rapport à plein de choses, mais une Afrique qui va dire, nous, on ne fait pas ça parce qu'on produit nous-mêmes nos richesses. Voilà. Et c'est à ce point-là qu'on veut arriver. Absolument. Bravo, Merci. bravo. C'est très important, en tout cas, bravo. Donc vous avez bravo. suivi. On vous dit merci pour ce cours magistral aujourd'hui. Vous avez compris, pour vraiment rentabiliser votre business, votre affaire, il faut d'abord savoir pourquoi vous vous lancez dans cette activité, quel est le but précis, est-ce que c'est pour rentabiliser vos fins du mois, est-ce que c'est juste parce que vous voulez vous essayer dans une activité parallèle, est-ce que c'est vraiment, si c'est vraiment votre devant derrière, soyez concentrés, investissez et oubliez les histoires que à peine on a créé un business, les filles, à peine le lendemain on vous appelle boss lady, vous prenez les dettes pour avoir les grosses voitures, pour vous balader, pour qu'on vous commence à vous respecter. Le temps est remède à tout. Faites même, travaillez même 5 ans après, achetez votre grosse voiture avec les bénéfices. Bien évidemment. Bien sûr que vous avez eu, de votre... Parce qu'il y a des gens, elles viennent de lancer son business, ça fait même pas 2 mois. Le lendemain, vous la voyez avec la grosse voiture pour vous faire croire que ça marche. Ça marche pas. Elle se sert du business pour prendre les entreprises, pour prendre les dettes. Oui, Elle se sert des papiers de l'entreprise pour prendre les dettes. Mais les dettes qui n'aident pas, parce qu'elle n'a même pas à avoir un suivi sur son activité. Absolument. Et puis, les dettes qui n'aident pas son activité. Quelques temps après, le business n'existe plus. Donc, comme Robin a dit, connaître son entreprise, faire le suivi. Ne venez pas dire après que vous avez le sang du maquereau. Les autres ont fait ça marcher. Ils ont fait ça marcher. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Aux téléspectateurs, on leur souhaite un bon appétit. On se retrouve demain, jeudi. On parlera encore de bonnes choses sur The Rendez-vous. Mireille Grasse, nous te bisoutons et puis on se retrouve demain. Voilà. Bye bye.